Merci. La parole est à Monsieur Goldberg. Pour 10 minutes également. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, par cette proposition de loi, les députés socialistes veulent mettre en débat la question des discriminations que subissent nombre de nos concitoyens français, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de Français, voire plus encore, qui participent au développement et à la richesse de notre pays, qui lui apportent de la créativité, des innovations culturelles, de l'intelligence collective, qui sont nécessaires à son dynamisme dans la compétition internationale et dans la crise du système économique que nous connaissons, et qui pourtant se trouvent confrontés au mur des préjugés, à des pratiques discriminatoires, étant parfois à peine tolérées au poste de responsabilité, notamment dans le monde professionnel. Il est temps que notre pays se regarde en face, tel qu'il est, au fond des yeux, tel que son passé l'a façonné, sans fierté immodérée, mais sans honte et sans retenue, en reconnaissant tous les méandres de ce passé, et notamment à la fois le fait colonial et la mémoire des combattants qui ont lutté pour la France. Ce passé est là, devant nous, quand nous parcourons le pays. Il a fait la France de ce début du XXIe siècle. Il a fait la France d'aujourd'hui, comme elle s'est toujours construite, puisqu'une des particularités de notre pays, souvent refoulée, est d'avoir toujours été, depuis la Gaule au moins, un pays d'immigration. Là est l'enjeu de nos débats. Nous devons sortir des déclarations d'intention, parfois généreuses, mais sans concrétisation dans la réalité. Et si les symboles sont utiles, je veux surtout pouvoir dire aux enfants des quartiers populaires, des communes de ma circonscription, aux enfants de Seine-Saint-Denis, qu'ils sont comme moi, comme nous tous, les enfants de la République, vraiment, complètement, réellement, que leur nom, que leur couleur de peau, que leur choix personnel, philosophique ou religieux, mais aussi que le code postal de leur commune d'habitation, que le fait d'être une fille, que tout cela ne compte pas devant la main tendue par la nation tout entière pour leur réussite à tous, parce que la République voit dans nos différences un atout quand elles portent les mêmes valeurs collectives, quand elles soutiennent le même projet. Comme disent les responsables d'une association que je connais bien, les Indivisibles, quand on est français, cela ne se voit pas. Notre démarche n'est donc pas d'enfermer certains citoyens dans une identité particulière, de spéculer sur leur victimisation, mais de permettre que ces identités diverses qui façonnent notre pays le rendent plus fort, plus souple, plus habile, bref, meilleur de tous les points de vue. Et reconnaissons-le, la France a du mal à franchir ces obstacles. Pendant longtemps, les droits des étrangers ont été niés. Il a fallu attendre, par exemple, 1981 pour que le droit d'association soit reconnu. Et il faut encore attendre, malgré notre mobilisation constante sur le sujet, pour que le droit de vote aux élections locales soit mis en place pour les étrangers non européens qui vivent pour bon nombre depuis des années et des décennies en France. Et comme j'entends à l'instant deux collègues éminents de la majorité se prononcer pour la mise en place de ce droit de vote aux prochaines élections municipales alors que nous avons tant tardé, eh bien, chers collègues, faisons-le. Vous avez, vous comme nous, la possibilité de déposer des propositions de loi. Nous l'avons fait récemment, nous attendons la vôtre. Parce que l'image projetée par ces discriminations sur les enfants de ces étrangers, eux-mêmes citoyens français, mine le sentiment d'appartenance à la communauté nationale. C'est dans le même mouvement que nos collègues du Sénat ont adopté, le 11 février dernier, à l'initiative des socialistes, une proposition de loi visant à supprimer la condition de nationalité pour l'exercice d'un certain nombre de professions. Dans la foulée de ce pas, dans la lutte contre les discriminations, nous vous invitons, avec la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, à aller de l'avant. Dans certains domaines, comme celui de l'emploi, l'existence de discriminations dont sont victimes des citoyens français est connue depuis longtemps. Pourtant, souvent, les actes, et plus particulièrement les actes publics, tardent. Si des initiatives existent, elles sont souvent d'origine privée. Il peut s'agir de chartes, de sessions d'entretien délocalisées, de procédures de recrutement spécifiques ou encore de partenariats et de parrainage. La diversité de ces actions contraste fortement avec le manque d'initiatives publiques. Nous voulons que l'action publique soit exemplaire, qu'elle soit motrice dans ce domaine plutôt que spectatrice. D'ailleurs, les violences urbaines le rappelaient à ceux qui voulaient nettoyer les problèmes, et le conflit social en cours aux Antilles le confirme à son tour. L'échec social, en particulier pour les jeunes des quartiers populaires, se nourrit du désengagement de l'État.
Loin d'opposer les actions publiques et privées les unes aux autres, notre proposition de loi entend au contraire responsabiliser les acteurs économiques et sociaux et mieux articuler les actions en comblant certains manques. Le constat reste en effet sévère sur la réalité des discriminations à l'embauche et à l'avancement de carrière. Depuis 2002, malgré les actions de communication et la création de la HALD, la situation a trop peu progressé. Au-delà des discours, la suppression des emplois jeunes qui permettait pourtant de lier une première expérience professionnelle qualifiante à une formation, la réduction de nombre d'inspecteurs du travail en capacité de reconnaître les cas de discrimination, l'absence de responsabilité des donneurs d'ordre dans les filières de sous-traitance, l'absence de moyens suffisants donnés à la HALD et aux associations qui agissent pour l'égalité des droits ont même parfois donné le sentiment que, comme dans le cyclisme, le surplace amène à la chute. Non, les jeunes qui donnent des couleurs à la France ne doivent pas être cantonnés à la réussite sportive et culturelle, aussi brillante soit-elle. Ils sont ingénieurs, ils sont techniciens, médecins, avocats, philosophes, enseignants ou créateurs d'entreprises. Et s'ils ne le sont pas encore, ils attendent de le devenir aujourd'hui. Ils n'attendent que notre pays leur ouvre toutes les possibilités, y compris celle de devenir député, chers collègues. Car ce ne sont pas seulement quelques réussites individuelles qu'il faut favoriser, mais la réussite du plus grand nombre pour le bien de tous. Notre conception de la réussite républicaine ne se résume pas à l'individualisme comme moteur. Il nécessite un cadre protecteur qui promeut la réussite du plus grand nombre. Les inégalités dans ce domaine se combattent par des mesures fermes. C'est le sens de nos propositions. J'entends souvent dire que ces jeunes sont l'avenir de la France, voire l'avenir de la République. Cela signifie quelque part qu'il faut laisser passer une génération, que dans 20 ans la question sera réglée. Non, ces jeunes, et ces moins jeunes d'ailleurs, sont bien le présent de notre pays, actifs, diplômés, qui voient souvent le plafond de verre se dresser au-dessus d'eux. Quelles actions devons-nous alors privilégier ? Il faut bien sûr renforcer les moyens de contrôle et de répression contre les discriminations à l'embauche. Les prérogatives de la HALD, mais aussi les moyens de son personnel doivent augmenter en conséquence. Et comme je l'ai dit, un complément, un recrutement à la hausse des inspecteurs du travail est aussi nécessaire. Mais ces exigences dans le domaine du contrôle et de la répression ne doivent pas en faire oublier une troisième. En effet, dans le domaine de la sous-traitance, la responsabilité des donneurs d'ordre est trop souvent occultée, si bien que la lutte contre les discriminations est affaiblie. Cette situation vaut également pour le respect du droit du travail. Et le cas, d'ailleurs, des travailleurs sans papier atteste que certains secteurs de notre économie prospèrent trop souvent sur de telles discriminations. La responsabilité des acteurs doit donc, là aussi, être engagée fermement. Mais le contrôle et la répression ne sont pas les seules voies d'action efficaces pour lutter contre les discriminations. À l'instar d'autres domaines, la prévention, là aussi, est nécessaire. En dépit de la multiplication des chartes de bonne conduite, l'existence de réseaux relationnels est souvent décisive pour faciliter le premier emploi. Afin de lutter contre cette inégalité, une meilleure formation des recruteurs et une plus forte incitation des acteurs économiques sont des formes attendues d'engagement de l'État. L'instauration d'un tutorat entre un salarié proche de la retraite et un jeune est un autre outil que la puissance publique pourrait faciliter. De la même manière, une grande campagne de recrutement dans la fonction publique en direction des jeunes des quartiers populaires constituerait un moyen d'action qu'il faudrait promouvoir. L'emploi, ce n'est pas seulement un salaire, ce n'est pas uniquement un statut social, c'est aussi une marque de confiance, y compris dans les responsabilités confiées. Là encore, l'investissement de l'État est nécessaire pour montrer l'exemple et briser les logiques qui font que, dans de trop nombreuses entreprises, la diversité s'estompe au fur et à mesure que l'on grimpe dans les niveaux hiérarchiques. Ces discriminations que connaissent également les femmes dans leur déroulement de carrière doivent être également de la même manière combattues. C'est par ces différentes actions publiques que nous donnerons des signes tangibles de la volonté d'agir concrètement et de lutter contre les stéréotypes, de ne pas stigmatiser les jeunes issus des quartiers populaires comme une nouvelle classe dangereuse. Cela nécessite aussi que le gouvernement soit clair et efficace dans son action. Et je dois dire que nous nous perdons un peu dans les diverses responsabilités qui existent aujourd'hui entre certains ministres, différents secrétaires d'État, un haut commissaire et un commissaire récemment nommé, tous peu ou prou membres du gouvernement. Si la lutte contre les discriminations doit être une cause nationale, l'éparpillement des responsabilités entre au moins 5 membres du gouvernement interroge. Prenons garde, chers collègues. La France avance plus vite que nos lois, plus vite que la perception que nous pouvons avoir dans cette Assemblée. Alors quand la chanteuse Diams
mettent en évidence ma France à moi, qui est ma France à moi aussi. Et quand Abdelmalik décrit cette France qui est belle par ses visages qui s'entremêlent, ces deux poètes français nous interpellent et la description qu'ils font de la réalité nous commande d'agir. En adoptant nos propositions, faisons en sorte, chers collègues, de rattraper à tout point de vue notre retard. Merci.